Le 16 mars 1968, en pleine guerre du Vietnam, dans le village de My Lai, les soldats américains de la Charlie Company exécutent 504 civils, des femmes, des enfants, des vieillards. Étouffé par l'armée, le massacre de My Lai restera secret jusqu'en novembre 1969. La presse s'empare de l'affaire. Des photos insoutenables font le tour du monde. L'opinion publique bascule. C'est un tournant de la guerre du Vietnam. Mais quelle trace a laissé cette journée chez ceux qui étaient à My Lai le 16 mars 1968 ? La Charlie Company était considérée comme la meilleure de la 11e brigade d'infanterie. Nous étions excellents dans toutes nos missions. Avoir des reporters avec nous, ça ne nous dérangeait pas du tout. Nous pensions que c'était formidable d'avoir une couverture médiatique, puisque nous étions les meilleurs. C'est à Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans sa ville natale, que Fred Widmer, un ancien de la Charlie Company, revient comme chaque année témoigner devant les élèves de Charters Valley. Dans les lycées américains, la guerre du Vietnam occupe une place importante dans le programme d'histoire. Je me suis engagé volontairement dans l'armée. Je n'avais pas vraiment d'opinion sur la guerre du Vietnam. Je pensais juste que c'était mon devoir de servir mon pays, comme l'avait fait mon père. Voilà. C'est ce que je pensais. Larry Colburn habite dans la région d'Atlanta. Il n'appartenait pas à la Charlie Company. Mais le 16 mars 1968, la mission qui lui est confiée le mène aussi à My Lai. Il est alors à peine plus âgé que son fils. Mon père a servi pendant 4 ans en Angleterre et en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il m'a transmis la notion de devoir, l'obligation de servir sa patrie. J'avais 17 ans quand j'ai rejoint l'armée. Banlieue de Cleveland, dans l'Ohio. Ron Eberle, photographe officiel de l'armée, était lui aussi à My Lai ce 16 mars 1968. Quand j'ai été appelé sous les drapeaux, j'ai fait mon entraînement militaire, puis on m'a envoyé dans cette nouvelle unité qui se créait à Hawaï. Au départ, je devais être opérateur mortier. J'avais amené mon appareil photo et je prenais pas mal de clichés des entraînements. Ils ont aimé mes photos et m'ont proposé de travailler au département de l'information et de la communication. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans l'armée comme photographe-reporter. They'd land up in this area and they'd take fire from the hills surrounding it coming in. They'd be under fire almost. L'engagement américain au Vietnam a commencé d'abord timidement en 1955, peu après la guerre d'Indochine. Conséquence des accords de Genève, le Vietnam est alors coupé en deux. Le nord est contrôlé par les communistes menés par Ho Chi Minh. Au sud d'une ligne de démarcation, le gouvernement local est tenu à bout de bras par les États-Unis. Chaque camp cherche à réunifier le pays à son profit. Sous l'impulsion du président Lyndon Johnson, le contingent militaire américain stationné au sud ne cesse d'augmenter. 185 000 hommes en décembre 1965, 390 000 un an plus tard.
À la veille de l'année 1968, près de 470 000 soldats américains stationnent au Vietnam. Sur le terrain, rien ne se passe comme prévu. En février 1968, l'armée est dépassée par l'offensive du Tet. Les Viet Cong attaquent simultanément une centaine de villes. Après des combats acharnés, l'armée américaine parvient à contenir l'offensive. Mais psychologiquement, rien ne va plus. Le déclin américain est en marche, même si pour les soldats qui s'engagent, la guerre a toujours des allures d'aventure. Pour moi, le vrai point de départ de My Lai, c'est la formation du régiment à Hawaï. Tout le monde se connaissait. On était ensemble depuis 9 mois. Il y avait une intimité, des liens très forts entre nous. Les liens étaient même trop forts. Il ne faut pas être si proche. Ça joue sur le moral des troupes. Je pensais que j'allais rester à Hawaï pour 18 mois, mais je me suis inscrit pour partir au Vietnam. Mes amis y allaient, je faisais partie de leur groupe et je voulais être avec eux. Je pensais au débarquement de la Deuxième Guerre mondiale. Je m'imaginais qu'on allait faire l'assaut d'une plage, comme en Normandie. Nous avions tout notre équipement, nos fusils étaient chargés. Nous sommes arrivés sur la plage, les portes se sont ouvertes. Et là, il y avait des soldats allongés sur la plage en maillot de bain qui faisaient la bronzette. Ils se sont moqués de nous. Et voilà comment tout ça a commencé. Quand vous devenez militaire, et plus particulièrement dans l'infanterie, on vous apprend à suivre les ordres et à tuer. Ils vous déshabillent de vos valeurs et de votre personnalité. Et vous font intégrer un groupe d'individus identiques, qui ont le même objectif. Fred Widmer, engagé dans l'infanterie, était l'un des opérateurs radio de la Charlie Company. En quittant Quang Ngai, ils nous ont installés sur des camions pour nous amener à Duc Pho, aux côtés de la 11e brigade. Je me rappelle, j'étais assis devant avec le chauffeur et j'ai réalisé pour la première fois à quel point on avait déshumanisé le peuple vietnamien. Il y avait un Vietnamien à vélo devant nous, sur la route. Le chauffeur du camion lui est rentré dedans exprès et l'a envoyé dans le fossé. Il aurait pu l'éviter, mais il n'a même pas essayé. Il ne s'est même pas arrêté. C'est à ce moment-là que je me suis demandé dans quelle histoire je m'étais embarqué. Larry Colburn était dans l'aviation. De son hélicoptère, il portait assistance aux troupes au sol. Une fois arrivé au Vietnam, votre mentalité commence à changer. Par exemple, vous ne voyez jamais l'ennemi comme dans les films de John Wayne. Mais vous voyez des soldats exploser en 1000 morceaux. Et ça ne ressemble pas au film de John Wayne. Une fois sur place, vous vous rendez compte que ce à quoi vous vous attendiez ne correspond pas du tout à la réalité. Ce qui m'a le plus traumatisé durant tout mon séjour au Vietnam, c'est quand j'ai ramassé le corps de Bobby Wilson.
J'ai d'abord ramassé un bras, puis une jambe, puis son torse. J'ai tout mis dans un poncho et je l'ai emmené dans l'hélicoptère. Et ça, on ne s'y habitue jamais. Les GIs étaient préparés à une guerre identique à celle de leur père, sur les plages de Normandie. Mais ce qui les attend au Vietnam n'a rien à voir avec cela. Il n'y a pas de ligne de front, l'ennemi reste invisible, le combat en face à face est rare, mais les morts et blessés sont nombreux. L'armée américaine multiplie les opérations chercher et détruire. Un travail de sape qui doit progressivement miner le moral des Viet Cong, leur donner le sentiment qu'ils sont traqués partout. Récoltes, buffles, poulets, maisons, dans les villages, on suit les ordres, on brûle tout. Nous avions subi des pertes dans le régiment, des morts, des blessés. Dans la région de My Lai, nous avions été victimes de snipers, de pièges, de bombes. On savait que c'était les Viet Cong. My Lai se situe en plein cœur d'une zone de combat. C'est l'un des 3 hameaux d'un village que les Vietnamiens appellent Son My. Pour les Américains, c'est plutôt Pinkville, car sur les cartes d'état-major, la zone est colorée en rose. Malgré la guerre, la vie suit son cours. Il n'y a pas que les missions chercher et détruire, les GIs se forgent aussi une image de bienfaiteurs. Les régiments ont été réunis et les officiers nous ont parlé des attaques des prochains jours. Il y avait une mission chercher et détruire. Et on allait d'abord s'attaquer à un bataillon de l'armée du Nord-Vietnam qui était déjà dans cette région. Ça allait être une sacrée bataille. On nous a dit que tous les habitants seraient partis et que tous ceux qui resteraient seraient des Viet Cong ou des complices des Viet Cong et qu'il fallait s'en occuper. On nous a dit aussi qu'ils avaient été prévenus de notre arrivée. Nous étions remontés, car nous allions venger les soldats que nous avions perdus. Nous allions enfin vraiment combattre l'ennemi. C'était une des premières vraies confrontations. On était prêts. J'ai rejoint la Charlie Company le 16 mars 1968 à 7h30 du matin. Je ne savais pas dans quoi je me lançais. D'après ce que je savais, il devait y avoir pas mal de Viet Cong dans le village. Et c'était ça que je devais photographier, la rencontre avec eux et le combat. Cela devait être une mission tout à fait normale. Ce 16 mars 1968, depuis son hélicoptère, Larry Colburn doit protéger les soldats au sol. Il s'envole pour My Lai, où il doit porter assistance à la Charlie Company. C'est une mission habituelle. Le matin de la mission, nous étions dans l'hélicoptère.
Je me rappelle, c'était une journée très ensoleillée. Le ciel était bleu à l'horizon. Il faisait très chaud. On pouvait sentir l'odeur des plantes et des fleurs qui sortaient de la jungle. Je me souviens bien de cela. Par contre, je n'entendais pas grand-chose à cause du casque et du bruit de l'hélicoptère. Mais c'était une très belle journée. Je crois que c'était un samedi. Ce jour-là, on prenait le petit déjeuner avant d'aller au champ, comme tous les matins. Un groupe d'hélicoptères a atterri au village, là-bas. Il y a eu tout de suite beaucoup de tirs. On n'a pas compris ce qui se passait. On a continué à manger. Les soldats américains se sont rassemblés et sont entrés dans les maisons. On avançait vers le village et on n'entendait que des tirs. On commençait à devenir nerveux, tendu. On ne savait pas exactement dans quoi on s'embarquait et ce qui allait nous arriver. Je me trouvais dans le deuxième hélicoptère qui a décollé à 7h20. Et quand ils nous ont déposés dans le village, on entendait énormément de coups de feu. L'hélicoptère de Larry Colburn survole bientôt la zone de My Lai. Il y a une grande confusion au sol. De petits groupes éparpillés sont entrés dans le village à plusieurs endroits en même temps. Larry Colburn est entouré de Glenn Andreotta et du lieutenant Hugh Thompson, son supérieur qui pilote l'hélicoptère. Au sol, parmi les officiers de la Charlie Company, le lieutenant William Calley et le capitaine Medina. Le colonel Anderson, lui, survole la zone. C'est le chef de la 11e brigade d'infanterie à laquelle appartient Fred Widmer. Et une fois que nous sommes entrés dans le village, on a vu des femmes et des enfants qui avaient été tués. Les Américains ont attaqué le village. Il y avait un vacarme terrible. Tout le monde avait peur. Les gens se sont mis à ramper et ils sont restés là. Les Américains m'ont forcé à les suivre. Ils m'ont dit de m'asseoir et je me suis assise. Ils m'ont dit de me relever, je me suis relevée. Ils m'ont bousculée avec leurs fusils. Je les ai implorés de me laisser, mais ils ne comprenaient pas ce que je disais. Ils étaient très nombreux. Certains continuaient à nous bousculer, on avait peur. Normalement, si on nous dit d'avancer, on se contente d'obéir, mais on n'a pas peur. Ce jour-là, oui, on avait vraiment peur. Là, ils ont tiré dans la pagode et ils ont bousculé les gens, c'était terrible. À un moment, ils ont tiré sur 5 personnes, comme pour montrer ce qu'ils pouvaient faire. Quand ils se sont mis à tirer de plus en plus, les gens criaient « Mon Dieu !» Ils ont tiré sur les gens, quel que soit leur âge, les petits comme ça, les grands comme ça, 5 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans. Ils n'arrêtaient pas de tirer.
J'étais en mission, donc mes photos devaient illustrer les dépêches d'information et je devais utiliser mon appareil photo noir et blanc. Mais vu ce qui se passait ce jour-là, je me suis dit que je ne pouvais pas utiliser que mon appareil noir et blanc. J'ai choisi de sortir mon appareil couleur personnel et j'ai pris des photos qui n'étaient pas destinées à être publiées. Je crois que l'image la plus terrible que je garderai en mémoire, c'est ce groupe de personnes blotties les unes contre les autres qui se sont fait descendre. Je n'oublierai jamais quand je suis arrivé et qu'un soldat a crié « Hé, voilà quelqu'un avec un appareil photo !» Les soldats se sont retournés, m'ont regardé. Moi aussi, je les ai regardés. J'ai pris la photo et je suis parti. L'autre image qui m'a marqué, c'est le tas de cadavres qui se trouvait sur la route. J'en garde un souvenir terrible. Alors que je m'apprêtais à prendre en photo les corps, un petit garçon qui était blessé au bras est sorti de nulle part et s'est approché. On aurait dit qu'il cherchait sa mère. Au même moment, un GI s'est agenouillé près de moi, a pointé son fusil vers lui et l'a tué. Le petit garçon a été projeté sur le tas de cadavres. Je me suis retourné vers le GI. Je l'ai regardé et je lui ai demandé « Pourquoi ?» Le GI m'a regardé et il est parti. On s'est vraiment regardé les yeux dans les yeux. Je me souviens de mon premier tir. Ils ont flanqué des coups de pied aux gens. Ils les ont attrapés par les cheveux. Ils les ont bousculés pour les faire tomber dans le canal. C'était terrifiant. Les gens couraient et trébuchaient dans le fossé. Et une fois que les gens étaient tombés dedans, ils ont tiré sans s'arrêter. Ils ont tiré 3 fois, 4 fois avec leurs mitraillettes. S'ils avaient tiré une seule fois, il y aurait peut-être encore eu des survivants. Quand on réalise ce que l'on a fait et que c'est mal, on ne peut plus rien arrêter. On ne peut pas revenir en arrière. Quand on a vu ces civils blessés autour du hameau, on ne savait pas comment ça leur était arrivé. Qui les avait blessés? Donc, on les marquait au sol, en espérant que les soldats qui étaient à terre leur apporteraient les premiers soins. Mais au lieu de ça, ils les achevaient. Après le deuxième tir, il y a eu une période plus calme. Et puis, ils ont tiré pour la 3e fois. Mon père avait 70 ans. Il avait une longue barbe, il était âgé. Il portait un vêtement noir et il était voûté. Je voulais lui dire que j'étais encore vivante, mais j'avais peur d'être découverte. Si les Américains m'avaient entendue, ils m'auraient tuée. Ils ont tiré sur mon père en pleine tête. À ce moment-là, des centaines de personnes ont déjà été massacrées. Des civils, car ce jour-là, il n'y a pas de Viet Cong à My Lai. Mais la mission continue. Aucun gradé n'y met fin. Le lieutenant William Calley tue des civils en masse. Le capitaine Medina laisse faire et participe lui aussi pleinement à la mission.
Le capitaine Medina qui commandait la compagnie avait toute notre confiance. Il ne faisait rien pour nous mettre intentionnellement en danger, il prenait soin de ses hommes. Et s'il nous avait demandé de le suivre dans les gorges de l'enfer, on l'aurait fait. On aurait fait n'importe quoi pour lui, et il aurait fait n'importe quoi pour nous. Quand on a vu le capitaine Medina tuer une femme juste devant nous, c'est devenu parfaitement clair. C'étaient nos propres soldats qui commettaient ces atrocités. Une femme que nous avions signalée au sol avait une blessure à la poitrine et elle faisait des signes de la main, comme si elle demandait de l'aide. Medina s'est approché d'elle et l'a regardée. Il a jeté un coup d'œil dans notre direction. Nous étions une dizaine de mètres plus loin, à 2 ou 3 mètres au-dessus du sol. Il nous a regardés encore, lui a donné un coup de pied et l'a achevée. C'est à ce moment-là que Thompson, notre pilote, s'est rendu compte qu'il allait devoir intervenir physiquement. How are you, my friend? I see you again. I see you again. Come this way. Glenn Andreotta, qui se trouvait à gauche dans l'hélicoptère, nous a dit qu'il venait de voir des personnes dans un abri souterrain. Nous avions aussi remarqué qu'il y avait une troupe de l'infanterie qui se déplaçait dans cette direction. Thompson a posé l'hélicoptère entre les personnes qui se trouvaient dans l'abri et la brigade de l'infanterie qui était en train d'arriver. Et il est allé vers le lieutenant de la brigade. Il lui a dit qu'il y avait des gens dans un abri et lui a demandé comment les faire sortir, puisqu'il s'agissait de civils. Et le lieutenant lui a répondu qu'il les ferait sortir à coups de grenade. Thompson lui a donné un ordre. Il lui a dit « Vous gardez vos hommes en place. J'ai une meilleure idée. » C'était très tendu parce que le lieutenant n'appréciait visiblement pas qu'un jeune officier lui donne des ordres. Mais Thompson l'a fait. Puis, il est revenu vers l'hélicoptère et il nous a dit « Je vais les sortir de ce bunker moi-même. Et si ces hommes ouvrent le feu sur moi ou sur les civils pendant que je les fais sortir du bunker, vous tirez. » Et il a fait signe aux gens de sortir, doucement, gentiment, et ils ont commencé à lui faire confiance. Et ils sont sortis. Nous avions cru qu'ils étaient 2 ou 3, mais en fait, ils étaient presque une dizaine, dont cette femme. Tirer sur nos gars, c'était la dernière chose que je voulais faire. Nous aimions ces hommes. Nous étions là pour les protéger. On était dans une position délicate. Je me souviens, à un moment, j'ai regardé un des soldats. Je lui ai fait un signe amical de la main. Et il m'a répondu en me faisant aussi un signe. À cet instant-là, j'ai su qu'il ne me ferait rien. Thompson a continué à faire sortir les Vietnamiens. Les gars, eux, se sont assis. Ils ont posé leurs sacs, mais c'était trop tard. Le massacre avait déjà eu lieu. Alors je me suis levée. J'ai enlevé les cadavres qui recouvraient encore mon fils. Je l'ai dégagé, mais il était évanoui. J'ai essayé de le ranimer. Il s'est mis à respirer. J'étais si heureuse. Je l'ai ramené chez nous. Quand on est arrivé, les buffles et les vaches étaient morts. Ils avaient saccagé les bananiers. Ils avaient mis le feu à la maison. Je ne savais plus quoi faire.
Je ne pouvais pas marcher sur le chemin parce qu'il y avait des morts partout. J'ai été obligée de traverser les rizières pour aller au village plus haut. J'ai ramené mon fils là-bas. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé. Voilà mon histoire. Quand j'y pense, quelle pitié. La Charlie Company est restée 4 heures à My Lai. 504 personnes ont été assassinées. Après My Lai, on a fait d'autres missions. We just carried on to the next mission. And after Mr. Thompson Et ensuite, Thompson et moi-même, nous avons fait un rapport sur ce qui s'était passé à My Lai, au colonel Anderson. Nous pensions que c'était notre devoir de transmettre cette information à notre hiérarchie, parce qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que ces actions étaient condamnables. La mission de la Charlie Company s'étire encore 2 jours. C'est un échec. Les Viet Cong recherchés se trouvent en réalité à une quarantaine de kilomètres plus à l'ouest. De retour au campement, certains sont interrogés par le commandement, mais personne n'est inquiété. Les gradés ont décidé d'étouffer l'affaire. De nouvelles missions particulièrement dangereuses sont alors confiées à la Charlie Company. Clairement, ils essayaient de nous enterrer. Ils espéraient qu'on tombe dans une embuscade et qu'on soit tous tués. Cela aurait mis fin à toutes sortes d'investigations. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'armée soigne la propagande. It is evident everywhere I go in Vietnam that the American fighting man of this war is the best trained soldier we have ever put into the field. Blackout total sur My Lai, l'armée préfère montrer à l'aide de petites maquettes comment elle vient en aide aux paysans vietnamiens. Un vent de révolte souffle sur les États-Unis. Même si le scandale de My Lai n'a pas encore éclaté, les mouvements anti-guerre sont de plus en plus virulents. Les campus s'embrasent. En août 1968, la Convention démocrate oppose McCarthy, candidat anti-guerre, à Humphrey, vice-président de Johnson. Elle se déroule dans un climat très tendu. Le face-à-face entre les manifestants et la police dure plusieurs jours. C'est finalement le républicain Nixon qui sera élu président. Le problème en rentrant, c'était les contestataires. Certains de mes amis étaient des manifestants et pour eux, un soldat, ça ne valait rien. Ils vous crachaient dessus, vous mettaient plus bas que terre. Quand je suis rentré à la maison, je voulais rattraper le temps perdu. Et c'est là que j'ai commencé la drogue et l'alcool. Quand je suis rentré du Vietnam, j'ai lu des choses à propos de tous ces GI qui mouraient là-bas ou qui étaient blessés. Et ça m'a mis en colère, toutes ces manifestations anti-guerre. Je me suis dit que peut-être les gens avaient vraiment besoin de savoir ce qui se passait là-bas. J'ai développé mes pellicules et j'ai fait des petites expos sur mes 2 années à l'armée. Je montrais les choses positives qu'on avait faites là-bas, quand on apportait des médicaments dans les villages, les rencontres avec les enfants et les villageois, quand on les faisait rire. Ensuite, je montrais ma mission à My Lai.
Ces photos ne valent absolument rien si on ne les explique pas. Je voulais connaître la réaction des gens en leur expliquant ce qui s'était passé. Certains pensaient que j'avais tout inventé, d'autres que ces photos avaient été prises à Hollywood. Beaucoup me disaient que les GI ne pouvaient pas faire ça et que c'était impossible parce que nous étions américains. Le 2 avril 1969, un ancien GI, Ronald Ridenhour, écrit une lettre à plusieurs membres du Congrès. Il y dénonce les événements de My Lai que des membres de la Charlie Company lui ont racontés. Après une enquête préliminaire, qui confirme ce qu'avait dévoilé Ridenhour, l'armée confie à André Fear, un détective militaire, le soin de mener une enquête criminelle sur le terrain. Très vite, il souhaite rencontrer Ron Aberle. Il savait que chaque photographe, surtout pendant les missions, avait toujours un appareil photo personnel et que même beaucoup de soldats au Vietnam prenaient leurs propres photos. C'est comme ça qu'il m'a contacté et j'ai collaboré avec lui. Il m'a demandé si j'avais des photos. Je lui ai répondu que j'en avais. J'ai donné 17 photos à la division d'enquête criminelle, les photos les plus importantes, celles qui nous apprennent quelque chose sur My Lai. Vous savez, il y a des photos qui sont plus fortes que les mots, et il y en a d'autres dont il vaut mieux ne pas parler. Les autres photos montraient des scènes terribles, qui faisaient quoi et à qui, et celles-là, je les ai détruites. Bientôt, André Fear décide de se rendre au Vietnam. Il emmène avec lui un jeune soldat, Wayne Thorne, pour l'aider à recueillir des témoignages. Nous étions basés dans une petite ville appelée Quang Ngai. On y amenait les témoins, les survivants vietnamiens de My Lai pour les interroger. Ils ne comprenaient pas pourquoi on leur posait des questions sur un fait si lointain, et en plus, un fait de guerre. Il y avait tellement de personnes impliquées. C'était pas seulement un GI qui avait tiré sur un autre ou sur un civil, mais c'était une section entière qui était impliquée dans un véritable acte de barbarie. In what obviously turned into an act of mayhem. It was a sad day. C'était une sale journée. Excuse me. It's something that Une chose est sûre, je suis soulagé que mes fils n'aient pas eu à vivre cela. Ces souvenirs me hanteront toujours. Le lieutenant Calais est arrêté en septembre 1969 et bientôt la presse s'empare de l'affaire. Elle prend tout de suite de l'ampleur. Ron Aberle décide de rendre ses photos publiques. Fin novembre, le magazine Life dévoile les terribles images du massacre. Je savais que les choses ne faisaient que commencer, qu'il y aurait un procès, que des gens allaient être inculpés. Je savais que les manifestations anti-guerre allaient être de plus en plus importantes. L'opinion publique demande des comptes. Le général Pierce est nommé pour faire toute la lumière sur le massacre et découvrir pourquoi l'armée a tenté de cacher la vérité. Des civils intègrent son équipe comme Jerry Walsh, avocat new-yorkais. C'était une opportunité formidable pour un jeune avocat comme moi d'être impliqué dans une affaire comme ça. En décembre 1969, le général Pierce se rend au Vietnam. Avec son équipe, il veut reconstituer l'exact déroulement des faits avant de déterminer les responsabilités dans le blackout qui a suivi le massacre. Le 14 mars 1970, le rapport est bouclé. Plus de 400 témoins ont été interrogés. Plus de 80 soldats sont accusés de meurtre, mais l'armée décide de poursuivre uniquement ceux qui portent toujours l'uniforme. Le capitaine Medina et le lieutenant Calais sont de ceux-là. Tout en préparant sa défense, William Calais n'oublie pas de soigner son image dans la presse.
Si vous voulez mon opinion, si tout cela a pu arriver, c'est en partie à cause des compétences très limitées du lieutenant Calley. Il faut se souvenir que nous étions en 68 et que l'armée était vraiment sous pression. Ses effectifs étaient 3 à 4 fois plus importants qu'au début des années 60. En temps normal, Calley ne serait jamais devenu officier. Mais dans cette situation, il a pu devenir lieutenant. Il n'avait absolument pas les compétences requises. Il ne mesurait qu'1,65 m, ce qui était le minimum requis pour être officier dans l'armée américaine à cette époque. Il avait un quotient intellectuel de 115, ce qui était également le minimum. Il n'avait été que 2 ans à l'université, ce qui était le minimum, encore une fois. Malheureusement, tout était réuni pour qu'un drame comme celui-là puisse se produire. Le capitaine Medina n'était que sergent dans l'armée régulière. Et les besoins de l'armée lui avaient donné l'opportunité de devenir officier. C'était peut-être un bon sergent, mais il n'avait pas le sens du jugement, ni l'éducation qu'on attend d'un officier. Et Medina faisait peur à Calley. Il le traitait comme l'imbécile qu'il était. Quand j'ai été impliqué pour la première fois dans l'incident de My Lai, j'ai dit à plusieurs reprises que je n'avavais pas ordonné de massacre et que je n'avais pas vu qu'un massacre avait eu lieu. Depuis le début de mon implication dans l'incident de My Lai, j'ai toujours suivi la même ligne de conduite. Dire toute la vérité. Je suis un soldat professionnel, je suis loyal à mon pays et je n'ai rien à cacher. Le rapport Pierce conclut sans le moindre doute que la hiérarchie militaire savait ce qui s'était passé le 16 mars 1968 à My Lai et qu'elle n'a rien dit. Custer était dans un hélicoptère, juste au-dessus, avec Henderson, le commandant du bataillon. Les soldats sur le terrain leur envoyaient des rapports toutes les heures. À midi notamment, un rapport précisait qu'ils avaient tué 87 Viet Cong et récupéré 3 armes. Le général Pierce savait bien qu'en lisant ces 2 chiffres à n'importe quelle personne qui a eu l'expérience militaire du Vietnam, elle vous dirait qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Car si 87 Viet Cong ont été tués, on devrait avoir 87 armes, ou plus encore. Ils ne se déplaçaient pas sans armes. Mars 1971. Après 3 mois de procès, William Calley, apparemment serein, attend le verdict. De très nombreux témoignages l'ont pourtant accablé lors des débats. D'après le témoignage d'un soldat, Calley avait ordonné qu'on tire à la mitraillette dans le fossé et qu'on achève les gens. Le soldat qui était censé le faire a dit qu'il ne pouvait pas. Calley lui a répondu « Dégage !» Il l'a fait lui-même. Bien que soupçonné de 80 meurtres, le lieutenant Calley n'est jugé coupable que pour 22 d'entre eux. Il est condamné à la prison à vie. Un mouvement en faveur de William Calley prend naissance dans l'opinion. Beaucoup voient en lui un bouc émissaire. Qu'est-ce que vous pensez du verdict du procès Calley? Ça pue, monsieur. Je ne pense pas qu'il aurait dû être condamné. La guerre, c'est la guerre. Je pense que les soldats que j'ai eus au Vietnam, ceux de la 11e brigade, étaient très bien entraînés, très disciplinés, remarquablement obéissants aux ordres. Ils méritent ma loyauté et continuent de la mériter. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, colonel Henderson?
Tout de suite. Je rentre à la maison. J'avais acheté un arbre de Noël lundi dernier et je l'ai laissé derrière la maison parce que je n'étais pas sûr de pouvoir l'installer. Je pense que maintenant je vais rentrer chez moi, me mettre dans l'esprit de Noël et installer mon arbre. Sur la douzaine d'hommes désignés par l'enquête pour leur rôle dans le massacre de My Lai, seuls 6 d'entre eux ont été jusqu'au procès. 5 ont été acquittés, dont le colonel Anderson. Un seul a été désigné coupable, le lieutenant William Calley. Désormais, pour l'armée, l'affaire est classée. Même avant le résultat du procès de la cour martiale, durant le procès lui-même, j'avais l'impression que c'était une mascarade. C'était quelque chose qui était destiné à calmer l'opinion américaine. Car Life Magazine avait fait éclater l'affaire en montrant au public ce qui s'était passé ce jour-là, avec les fameuses photos très choquantes. Pour une étrange raison, durant le procès, je n'ai jamais pensé que quelqu'un puisse être tenu pour responsable. Et mon intuition s'est avérée assez juste. Je pense que notre enquête était honnête. Elle a révélé les responsabilités. Le travail que l'armée a fait pour tenter de punir les criminels qui ont procédé aux exécutions est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Mais le résultat de notre effort à poursuivre ces personnes a été un fiasco. Le président Nixon, qui pense aller dans le sens de son électorat, ordonne bientôt la libération de William Calley. Assigné à résidence, ce dernier attend le jugement en appel. Le 2 avril 1973, sa condamnation à perpétuité est confirmée. Mais un an plus tard, la peine est réduite à 10 ans. L'ancien lieutenant de la Charlie Company est bientôt libéré sous caution et peut vendre son témoignage lors d'étranges conférences. L'une des plus grandes tragédies pour moi et pour les hommes qui m'étaient proches, c'est que nous menions des opérations pour une cause que nous ne connaissions pas. La morale, la douleur sont là, mais la frustration, c'est que nous n'avions aucune idée des raisons pour lesquelles nous faisions ce que nous faisions. En 1998, 30 ans après le massacre, le gouvernement américain décide enfin d'honorer les 3 soldats qui risquèrent leur vie pour mettre fin au carnage. Hugh Thompson, le pilote de l'hélicoptère qui prit la responsabilité d'intervenir, est décédé en janvier 2006. Glenn Andreotta avait disparu en mission 3 semaines après le massacre. Larry Colburn est aujourd'hui le dernier survivant de cette équipe qui sauva ce jour-là plusieurs Vietnamiens. Je porterai ce fardeau jusqu'à ma mort. Je ne peux pas parler pour les autres soldats, mais c'est une culpabilité tellement forte qu'il est impossible de s'en débarrasser. Une fois qu'on a tué quelqu'un, on ne peut pas se débarrasser de son sentiment de culpabilité. Nous sommes tous coupables. Je pourrais leur pardonner. Seuls certains Américains ont tué, pas tous.
Et dans ce groupe-là, tous n'ont pas participé. Il y a un rêve que je fais depuis toutes ces années. Je suis de retour au fossé, tout seul, et j'essaye d'aider les victimes. Mais elles se mettent à me pointer du doigt et m'accusent d'avoir commis ces massacres. J'essaye de leur expliquer que ce n'est pas moi, que je suis là pour les aider. Mais elles ne m'écoutent pas et continuent de m'accuser. Après 40 ans, le sentiment de perte et la douleur se sont estompés. Juste après, j'avais de la haine. Je ressentais le manque. Mais maintenant, c'est passé. La douleur s'est calmée. You don't have to look at your music yet, right? Ready? Oh, say can you see? Okay, at that point when we sing, we'll hold it. When it's done, I'll go. Okay? Go ahead and put your music under. Okay? And then be sure you're standing tall. Oh, say can you see?